Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. L'inquiétude des commerçants de la rue nationale à Tours. Les travaux du tram battent leur plein, baisse du chiffre d'affaires et incertitude quant à l'avenir. Les commerçants se plaignent également de ne pas être assez informés sur les échéanciers du chantier. Derrière ligne droite dans la campagne des présidentielles, J-9 avant le premier tour. François Bayrou tient meeting ce soir à Tours et les militants mettent les bouchées doubles. Ce soir, un focus sur les écologistes. La CGT cheminot monte au créneau. Elle estime que la sécurité n'est plus assurée pour les agents intervenant sur les voies. Déjà 4 accidents mortels en France depuis janvier, dont un en région centre. La direction de l'entreprise, elle, refuse de s'exprimer. On ouvre ce journal avec ce rappel pour les Tourangeaux. Le pont Wilson fermera entièrement la circulation lundi. Il ne sera donc plus possible de l'emprunter dans le sens sud-nord. La raison, nous vous l'avions expliqué, les travaux du tram s'avèrent plus complexes que prévu et obligent les autorités à fermer entièrement l'infrastructure. Des travaux du tram qui inquiètent les commerçants et notamment ceux de la rue nationale. Le président de la CCI a fait le déplacement ce matin pour prendre le pouls et les interrogations sont nombreuses. Gaël Poulain. Entre moins 15 et moins 50% de chiffre d'affaires, voilà le triste bilan exposé par les commerçants du haut de la rue nationale au président de la CCI. Depuis le début de l'année, ces commerces sont en effet au cœur des travaux. Premières enseignes touchées, celles du quotidien, comme les magasins de presse. Les gens qui avaient l'habitude de s'arrêter quelques minutes pour prendre leur baguette ou acheter le journal ne font plus cette démarche. Donc les commerces se retrouvent avec une clientèle réduite de proximité. Donc ils peuvent perdre jusqu'à 50% de leur clientèle et c'est le cas de ce type de commerce. Autre profil en haut de la rue nationale, les bars, brasseries et restaurants. Là aussi, la note est parfois salée, mais les plus grandes inquiétudes portent sur le projet de restructuration du quartier présenté lors du dernier conseil municipal. Un beau projet, selon les commerçants, qui déplorent cependant un manque d'informations. Le conseil municipal a eu lieu il y a quand même plus de 3 semaines. Nous, on a eu l'occasion d'y assister avec mon mari pour savoir quand même de quoi on parlait. Et quand en sortant du conseil municipal, on entend dire oui, de toute façon, dès demain, on va venir voir les commerçants, on les attend quoi. Et donc ça va faire 3 semaines, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours vu personne. Dans la rue du commerce, même constat, si l'on ne souffre pas trop des travaux du tramway, là aussi on s'interroge sur l'avenir. Nous n'avons pas d'informations précises, surtout sur le calendrier en fin de compte de réalisation de ce chantier qui risque d'ailleurs de s'étendre sur une dizaine d'années. Et ça, malheureusement, effectivement, ça perturbe nos projets d'avenir, qu'ils soient en termes de repositionnement ou de développement d'une éventuelle autre affaire. Nombre d'interrogations subsistent donc en haut de la rue nationale. La fin du chantier tramway sur ce secteur est quant à elle annoncée pour le début 2013. La sortie de l'A10 à Parcé-Melay dans le sens nord-sud fermée ce matin. Conséquence d'un accident survenu cette nuit. Vers 4 h du matin, un camion s'est renversé dans le fossé après avoir percuté la bordure de sécurité. Le conducteur s'était assoupi et il a été très légèrement blessé. Son 35 tonnes a été évacué en fin de matinée. Et puis un autre accident, cette fois-ci mortel. Il s'est produit hier en toute fin de journée à Danzé dans le Loir-et-Cher, c'est près de Vendôme. Sur la départementale 357, un camion et une voiture sont entrés en collision. Une femme de 64 ans est décédée et un homme, le conducteur du véhicule, est dans un état jugé très grave. Et puis les suites de la mystérieuse découverte hier au petit matin dans une rue de Tours d'un homme décédé d'une balle en pleine tête. Les résultats de l'autopsie confirmeraient la thèse du suicide. C'est en tout cas ce que déclare la police de Tours. L'homme d'une trentaine d'années a été découvert à 3 h du matin hier avec une carabine à côté de son corps. On en vient à la politique et à 9 jours du scrutin, c'est l'agitation du côté des imprimeurs choisis par appel d'offres pour publier les professions de foi des candidats. Une propagande électorale bien utile car nombre de Français feraient leur choix à leur lecture. Nous sommes allés à Blois où une entreprise est en train d'assembler les documents à destination de la Loire-Atlantique. Brian Bock. 415 285 électeurs en Indre-et-Loire, c'est 415 285 professions de foi à préparer. Cette PME de Blois a été chargée d'assembler et de mettre sous pli les déclarations ouvertes des candidats à l'élection présidentielle pour tout le département du 37. Et pour faire face à l'activité, le directeur a dû presque doubler ses effectifs.
C'est entre 50 et 60 personnes par jour, puisqu'on est en 3-8. La nuit, on a un petit peu moins de monde. C'est assez concentré, puisqu'on a reçu les éléments le mardi dernier. On doit tout remettre à la poste 8 jours plus tard. La préparation et l'envoi des professions de foi sont pris en charge directement par l'État. Seuls les imprimés ont été financés par les partis. Après avoir reçu les documents, la préparation de l'assemblage à la mise sous pli s'effectue en 3 étapes. La première phase a été l'impression jet d'encre sur les enveloppes, donc adressage des adresses destinataires sur ces enveloppes. La seconde phase, c'est l'assemblage des professions de foi et bulletins de vote. Donc là, on constitue des paquets et ces paquets seront mis dans un 3e temps sous enveloppe. Avec les professions de foi, l'entreprise doit également préparer les bulletins de vote. Si on fait le calcul, 415 285 électeurs, 20 documents par électeur, c'est donc 8 305 700 documents à assembler, rien que pour le département d'Indre-et-Loire. Et forcément, c'est du stress. Il y a un coup de bourre, ouais. Oui, nous, tout le temps, au niveau des élections, quand on fait les élections, c'est toujours comme ça. Cette semaine, si, c'est très chaud. Oui, c'est le stress en ce moment, il faut respecter le délai et tout ça, donc on fait au mieux. Si tout se passe bien, vous devriez recevoir votre enveloppe au plus tard la veille du 22 avril, c'est-à-dire le samedi matin. Vous pourrez ainsi encore réfléchir si votre choix n'est pas encore fait. Agitation du côté des imprimeurs, mais également du côté des militants. Dernière ligne droite pour les formations qui ont peu de chances d'accéder au second tour. Ce soir, on s'intéresse aux écologistes. Leur candidate Eva Joly a bien du mal à exister dans les sondages, mais sur le terrain, le combat continue jusqu'au bout. Brian Bock. Non mais elle n'a pas d'idée. Pour vous, elle n'a pas d'idée, non, c'est ça? Non, si elle avait une idée, on le saurait. Il y a quand même un programme qui tient la route. Vous l'avez regardé? Oui. Non. Pas facile de faire campagne pour Eva Joly. Alors que les sondages ne dépassent pas 2% des intentions de vote au premier tour pour Europe Écologie Les Verts, les militants redoublent d'efforts afin de convaincre les Français du vote écologiste. Les élections présidentielles n'ont jamais été faciles pour les écologistes, c'est pas une nouveauté. Donc c'est aussi accepter la réalité que de se retrouver devant cette difficulté aujourd'hui. Renoncer à la culture OGM, sortir du nucléaire et proposer le 100% bio dans les cantines scolaires. Voici quelques-unes des priorités du programme de la candidate écologiste, des points déjà repris par d'autres partis. On a un très bon programme qui a été récupéré par le PS, par le Front de gauche et par une partie par les Modem. Mais notre programme de l'écologie, il a été évalué, il a été fait il y a 6 mois et aujourd'hui tout le monde s'y met avec la sortie du nucléaire. Pour Christophe Rossignol, l'objectif d'Europe Écologie Les Verts est clair, atteindre la barre des 5% au premier tour. Ce chiffre avait déjà été atteint par Noël Mamère lors des élections présidentielles de 2002. Ce sera difficile parce qu'il y a un côté vote utile et puis une élection qui joue beaucoup sur les coûts de communication, sur l'aspect médiatique et les écologistes eux, défendent un programme avec des propositions concrètes et le débat aujourd'hui ne porte pas vraiment là-dessus. Bonjour, pour la campagne d'Eva Joly, une information sur le nucléaire demain soir, une invitation. Si pour Christophe Rossignol, le débat ne porte pas sur des propositions concrètes, le PS et les Verts sont au moins en accord sur un point concret, la fermeture d'ici 5 ans de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Et de leur côté, les militants du Modem sont mobilisés ce soir pour la venue de leur candidat. François Bayrou tient dans quelques minutes un meeting. C'est au Vinci à Tours. Et puis on clôt cette page politique avec la suspension de l'UMP au moins provisoire de Patrick Rougevin-Baville. Il s'agit du délégué général du Parti chrétien-démocrate en Loire-et-Cher, un parti affilié à l'UMP. Jean-François Copé a décidé de le suspendre car il souhaitait se présenter sur la 3e circonscription du Loire-et-Cher pour les législatives. Circonscription du ministre Nouveau Centre Maurice Leroy. Dans le reste de l'actualité, cette montée au créneau de la CGT cheminot. Elle estime que la sécurité n'est plus assurée pour les agents qui interviennent sur les voies. On recense déjà 4 accidents mortels en France depuis le début de l'année, 1 en région centre. Anaïs Michaud. C'est dans la nuit du 8 au 9 mars 2012 qu'un Tourangeau perd la vie, percuté par un train alors qu'il travaille à la maintenance des voies à Toury, dans l'Eure-et-Loire. Avec 3 autres décès en France dans des circonstances similaires depuis le début de l'année, l'accident de ce cheminot de 22 ans est loin d'être un cas isolé. Alors, série noire inévitable ou conséquence d'une mauvaise gestion de la part de la SNCF, pour la CGT, la responsabilité de l'entreprise est évidente.
Elle n'a pas pris suffisamment de précautions dans l'organisation du chantier, dans la mise en place des moyens humains, dans le respect de la réglementation du travail, à tel point qu'à partir de là, cette situation a mis délibérément les cheminots dans une situation de danger, quoi. Le chantier de Toury, prévu pour durer un peu plus de 5 semaines à l'origine, a selon la CGT été ramené à 15 jours exclusivement de nuit, sans que les effectifs soient augmentés. Les cheminots ont donc effectué un grand nombre d'heures supplémentaires. De plus, le chantier aurait été particulièrement bruyant, ce qui aurait empêché le jeune Tourangeau de distinguer l'annonce d'arrivée du train parmi les autres bruits. Les voies auraient par ailleurs été mal éclairées, ce qui expliquerait que ses collègues ne l'aient pas vu rester dans la zone dangereuse. Toutefois, même dans des conditions de travail plus habituelles, travailler sur les voies reste un métier à risque. On entend nos agents, nos collègues qui disent comme ça que régulièrement ils ont pris peur sur un chantier, qu'ils n'ont pas entendu l'annonce, etc. Et malheureusement ça arrive de plus en plus souvent. Malgré tout, la direction de la SNCF insiste sur le fait que la sécurité reste une priorité et que des mesures conservatoires ont été prises depuis l'accident. Seul problème, selon la CGT, le jeune cheminot était embauché que depuis 5 mois et n'avait pas suivi l'ensemble des modules de formation sécurité. Il aurait donc été envoyé sur le chantier sans avoir l'habilitation nécessaire. Une enquête de l'inspection du travail est en cours et devrait permettre de déterminer s'il y a eu négligence. Et je vous informe qu'un mouvement social en région Pays de la Loire va entraîner une perturbation du trafic SNCF lundi sur les lignes Tourlement et Tournante. Perturbation à prévoir jusqu'en soirée. Salah Hamouri, ce jeune franco-palestinien détenu en Israël pendant plus de 6 ans, était à Saint-Pierre-des-Corps aujourd'hui. Il a été reçu par Marie-France Beaufils, le maire. La ville de Saint-Pierre-des-Corps, jumelée avec Hébron, avait soutenu Salah Hamouri, condamné à tort par un tribunal militaire israélien pour une tentative d'attentat présumé contre un rabbin. Il a été libéré aux côtés de 550 autres prisonniers en échange de la libération de Gilad Shalit. On a écouté plutôt Salah Hamouri qui évoque notamment ses conditions de détention. On était interdit de visiter notre parents pour plusieurs mois. On était des fois isolés dans des cellules tout seuls. Pendant l'interrogation, on passait de 21h, 22h menottés sur une chaise, sans aucun contact avec l'avocat, sans un contact avec la famille. Alors on parle souvent des circonstances très très difficiles pour les prisonniers politiques. C'est à nous de se mobiliser pour pouvoir arracher les droits du peuple palestinien qui sont connus au niveau international et pour appliquer les résolutions des Nations Unies et pas pour négocier ces résolutions mais les appliquer sur la terre de la Palestine. Propos recueillis par Jérôme Alain. On termine ce journal avec une idée pour votre week-end. Une centaine d'exploitations agricoles de la région centre ouvrent leurs portes dimanche pour l'opération Bienvenue à la ferme. Certaines vont même ouvrir dès demain. Cela sera le cas de cet agriculteur que Michael Briffaut a rencontré à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin dans le sud de l'Indre-et-Loire. Voici son reportage. Patrice a 43 ans et dans sa ferme près de Ligueuil, il élève 70 chèvres pour leur lait. Ce même lait est ensuite directement transformé sur place sans fromage, le fameux Sainte-Maure de Touraine. C'est la première fois que l'éleveur participe à l'opération Bienvenue à la ferme. Pour lui, c'est avant tout l'occasion de faire découvrir les coulisses de fabrication aux différents consommateurs. Expliquer ce qu'on fait, dire ce qu'on fait, pourquoi, et puis faire déguster nos produits, notre savoir-faire. Faire connaître notre produit, le montrer comment on travaille, et puis l'aboutissant de notre produit. Voir qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Maintenant, on est rentré dans une agriculture raisonnée, on ne fait plus n'importe quoi. Du laboratoire sortent chaque jour près de 70 fromages. D'ailleurs, la grande majorité est directement vendue à la ferme. C'est leur faire découvrir notre passion qu'on a pour l'élevage, pour ce qu'on fabrique, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on leur vend, quoi. Avec l'opération Bienvenue à la ferme, tout le week-end, l'éleveur fera partager à tous les visiteurs l'amour de son métier. Et pourquoi pas susciter quelques vocations. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de la situation des collèges en Indre-et-Loire, notamment. Restez avec nous.